BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et pour continuer à explorer ce monde du placement, c'est Vincent Kutkovitch qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Le cofondateur de bienprévoir.fr. Alors, en avril 2013, c'était le 2 très exactement, deux députés, Berger et Lefebvre, Karine Berger, remettaient leur rapport à Pierre Moscovici et à Bernard Cazeneuve, qui était à l'époque aux finances et au budget. Qu'est-ce qui reste de ce rapport Berger sur l'épargne? On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est quelques longs mois après. D'abord, petit état des lieux, où est aujourd'hui l'épargne des Français? L'épargne des Français a changé de comportement depuis 2013, depuis le rapport Berger-Lefebvre, mais en réalité c'est pas dû au rapport, c'est plutôt lié à un contexte de taux. Le contexte de taux bas a complètement modifié le comportement des épargnants français. On va le voir point par point, mais par exemple les livrets réglementés ont connu une décollecte forte. Le comportement d'achat de produits financiers plutôt risqués a changé. Auparavant, les Français constituaient grosso modo leur épargne à plus de 80% d'épargne en assurance vie, fonds en euros, garantie en capital. Aujourd'hui, il commence à y avoir des arbitrages qui sont faits par les Français pour aller plutôt vers des unités de compte, ce qui était finalement un peu l'objectif du rapport Karine Berger-Lefebvre, mais en réalité, cet objectif a été mobilisé par le fait que ce sont les taux qui ont baissé fortement. Ce sont les grands mouvements de marché qui ont... Finalement, on se rend compte à travers ce recul qui est pris 2 ans après sur le rapport en question qu'il est très difficile d'orienter l'épargne, de flécher l'épargne, et le comportement des épargnants se fait en fonction des conditions de marché. Justement, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le contexte et les principales, on va dire, propositions que Karine Berger avait faites dans son rapport pour finalement mieux driver l'épargne des Français? Exact. Premièrement, l'objectif du rapport était de réformer l'épargne longue. L'épargne longue, c'est-à-dire le fait qu'on se fixe un objectif de constitution d'une épargne pour la retraite. L'objectif également est de flécher les fonds pour enrichir, renforcer, disons, les fonds propres des entreprises. On s'est rendu compte en fait qu'il n'y a pas eu de changement majeur. L'épargne longue, par exemple, on prend le cas de la durée moyenne de détention d'un contrat d'assurance vie. Elle était de 12 ans avant 2013, elle est toujours de 12 ans, alors que l'avantage fiscal de l'assurance vie est total au bout de 8 ans. Donc là, il n'y a pas eu de changement. On parle aujourd'hui de nouveau, et c'est un sujet lancinant qui apparaît régulièrement dans le domaine de l'assurance vie, d'augmenter la durée de détention minimum pour bénéficier des avantages fiscaux à 15 ans. Mais en réalité, les Français le font déjà puisqu'ils détiennent des contrats d'assurance vie en moyenne pour une durée de 12 ans. Et tant qu'on en est à parler de l'assurance vie et du rapport Berger, c'est lui qui avait porté sur les fonds baptismaux le fameux euro croissance. Voilà. Alors ouais, ça c'est l'échec le plus flagrant, je dirais. Aujourd'hui, on compte pas plus de 5 contrats euro croissance en France, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit le grand soir de l'épargne et de l'assurance vie à ce moment-là. En fait, beaucoup avaient dit, on avait déjà tenté le coup avec les NSK, lancés par Sarkozy à l'époque. Sauf qu'en fait, là, l'idée était bonne. La finalité du produit, elle était la suivante, c'était de se dire orientons l'épargne française vers une prise de risque plus importante pour contrecarrer la baisse des rendements des fonds en euros. Sauf que c'est je le rappelle, un produit qui offre une garantie au terme uniquement, alors que le fonds en euros classique offre une garantie en permanence. Pour financer cette garantie au terme, il fallait avoir un véhicule obligataire qui puisse, avec les taux dégagés par ces véhicules obligataires, garantir finalement cette garantie à terme. Et en réalité, avec le contexte de taux extrêmement bas aujourd'hui, ce mécanisme ne fonctionne pas. On nous avait dit que c'était le produit du XXIe siècle, ce sera peut-être le produit de la deuxième partie du XXIe siècle. Probablement que, en fait, les Français ont déjà pris, et on le voit à travers des arbitrages qui sont faits sur des produits type fonds euro dynamique qui intègrent un fonds euro classique plus une poche action, ou alors des fonds euro avec de l'immobilier dedans, on en parle très souvent sur votre antenne, et les Français se dirigent vers ces produits-là, et finalement, ils répondent à la question qui était soulevée de renforcement du rendement des fonds en euros. Ils y répondent d'eux-mêmes. Il y avait aussi un autre objectif en dehors de cette question d'assurance vie qui parlait de la fiscalité. Il fallait inciter à une plus grande prise de risque, etc. Qu'est-ce qu'il en est quelques mois après ?
Là-dessus, il n'y a pas eu de changement non plus. La prise de risque, comme je le disais, elle se fait mécaniquement. Par exemple, avant 2012, le taux des unités de compte dans les contrats en assurance vie était de l'ordre de 19%. Aujourd'hui, il est passé à 21%. Cet écart de 2% est énorme en réalité. C'est un mécanisme que les industriels de la finance ont essayé de faire, de déclencher depuis des années. En réalité, il se déploie tout seul puisque les fonds en euros ont un rendement tellement faible aujourd'hui que les épargnants sont obligés d'aller chercher du rendement, sont obligés de prendre du risque, sont obligés d'aller vers des produits qui offrent un rendement. Alors aujourd'hui, on dit que l'épargnant moyen apprécie les taux de rendement autour de 5%, lorsqu'on sait que le taux moyen de rendement des fonds en euros est plutôt de l'ordre de 2,5%. Alors comment ils vont faire pour aller chercher du 5% aujourd'hui? Avec une prise de risque limitée, ils vont sur les SCPI d'entreprise, ils vont sur les fonds euros avec une base immobilière, ou alors ils vont sur les produits structurés avec produits structurés actions qui offrent une garantie partielle, mais qui offre également un gain plafonné, mais connu à l'avance. Voilà. Donc, en fait, les Français font leurs propres arbitrages, n'ont pas besoin qu'on leur dicte d'une certaine manière sur quel produit aller. D'autant qu'il y avait deux autres produits, entre guillemets, qui étaient évoqués. Le livret A pour l'épargne populaire et puis le PEA, PME pour les petites entreprises. Et dans les deux cas, on a aussi un peu manqué la cible, non? Là aussi, alors... Le livret A, le taux est tombé au plus bas historique à 0,75%. On est sur des encours, aujourd'hui il y a une décollecte majeure sur le livret A, on est sur des encours équivalents à mi-2012, c'est-à-dire avant le rapport Berger-Lefebvre. Donc là, c'est un échec total, mais qui est dû au contexte de taux. Mais ce contexte de taux était connu au moment où ces deux députés ont fait leur rapport. Je veux dire, ils n'ont pas découvert, ça fait depuis maintenant 2-3 ans qu'on est dans ce contexte de taux, donc c'est pas une nouveauté. Ils savaient au moment où ils faisaient ce rapport-là que le livret A allait devoir baisser, donc il y a un peu quand même une incompréhension de ce côté-là. En ce qui concerne le PEA, PME, on affichait des objectifs de l'ordre de 4 à 5 milliards d'encours. Aujourd'hui, on a 1,8 milliard. Donc là aussi, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce que c'est un double phénomène. Les Français se détournent de la détention de titres en direct. On était dans les années passées sur des niveaux de détention de l'ordre de 7 millions de Français avaient des actions directes. Aujourd'hui, on est tombé à 4 millions. On était au plus bas de la crise en 2008 à 2,8 millions. Aujourd'hui, on a 4 millions de Français seulement. Donc c'est une fuite importante d'actionnaires. Pourquoi? Parce que les Français ont fait de mauvaises expériences lorsqu'ils étaient seuls face à leurs actions, et aujourd'hui ils se rendent compte que finalement l'épargne intermédiaire accompagnée est nécessaire pour délivrer de la performance. Finalement, les Français sont grands et ils savent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas forcément besoin de leur pouvoir public pour flécher leur épargne. Voilà, je pense qu'effectivement, ils n'écoutent pas les rapports, ils ne lisent pas les rapports, ils ont bien raison, ils écoutent plutôt les experts. Les députés qui s'improvisent ingénieurs patrimoniaux, apparemment ça ne fonctionne pas très bien. Et puis d'autre part, c'est surtout la logique de l'offre et de la demande. C'est l'offre et la demande qui crée le comportement d'épargne, et c'est pas la main du gouvernement qui, sauf à ce qu'elle réforme de façon fondamentale la fiscalité de l'assurance vie, là ça pourrait avoir un impact, mais avec des petites mesures comme celles qui ont été imaginées en 2013, il n'y a pas de changement de comportement majeur et les Français font les arbitrages par eux-mêmes.